Hello hello, bienvenue dans Caribbean Podcast, le podcast qui met en avant le parcours et le vécu de différentes personnalités. Chaque semaine, vous y découvrirez des histoires profondément inspirantes. Je suis Océane, salariée mais aussi entrepreneur. J'ai pu avec le temps faire la rencontre de personnes incroyables et j'ai hâte de vous faire découvrir leurs histoires. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer les nouveaux épisodes et de mettre un like ou un commentaire si cela vous a plu. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de ces témoignages en espérant qu'ils vous inspireront. Aujourd'hui, je reçois Ivana. Ivana est pétillante, généreuse et ambitieuse. Vous allez le voir, elle a un parcours peu commun, des mathématiques appliquées à la sexologie, de la Guadeloupe en passant par la métropole, la Belgique, puis le Canada. Une aventure pleine de rebondissements. Elle nous explique comment elle a réalisé son rêve. Salut, ça va? Salut, ça va? Et Ouais, toi? ben, super bien, je suis trop contente du coup de t'avoir aujourd'hui parce que finalement, ben, la sexologie, ton travail de sexologue, je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont être intéressées par le sujet puisque, enfin, je ne dirais pas que c'est un sujet tabou ou autre, mais c'est vrai que c'est pas un métier qu'on connaît vraiment. Donc, Mm. donc voilà, du coup, j'aime bien commencer par le fait que tu puisses te présenter avec tes mots, D'accord. parler un peu de toi. Alors, je m'appelle Ivana, j'ai 28 ans. Mhm. J'ai pas d'enfant. J'ai un compagnon qui s'appelle Yvon, qui est formateur professionnel. Et j'exerce depuis décembre en tant qu'animatrice en éducation sexuelle dans les collèges et lycées. D'accord. Et ça, c'est à mi-temps. Et l'autre moitié du temps, je suis assistante d'éducation dans un collège. D'accord, ok. Ah, mais c'est cool du coup. Enfin, vous deux, du coup, vous avez un poste où vous devez accompagner les personnes finalement. Oui, oui. Donc, c'est cool. Du coup, à la maison, vous parlez un petit peu ensemble. Vous apprenez. Oui. Ok. Bon, ben, c'est génial. Alors, vous complétez finalement. Oui, oui. Et du coup, tu étais quel genre d'enfant? Alors, quel genre d'enfant que j'étais? C'est vrai que l'exercice n'est pas forcément facile, hein, qu'on doit parler de soi ou de ses qualités, ses défauts, c'est Mais pas c'est forcément surtout simple. de l'enfance, en fait. Alors, Mais du coup, t'étais comment? Têtu quel genre d'enfant que j'étais? Alors oui, j'étais très têtue, je répondais tout le temps. J'étais très bavarde à l'école, d'ailleurs. Durant les rencontres par un professeur, ce qui me faisait le plus peur, c'était qu'on écrive bavardage sur mon bulletin parce que je savais que ça allait barder à la maison. Ouais. Euh, J'étais toujours à l'écoute. D'accord, et t'avais beaucoup d'amis du coup. Si tu baladais, Beaucoup c'est quand même. d'amis, Ouais. oui, mais oui et non, en fait. J'avais des amis, mais ça durait jamais assez longtemps. Je sais pas pourquoi, parce que ça tournait toujours mal. D'accord. Après, c'est que quand je suis arrivée au lycée où j'ai rencontré mes deux bonnes amies, jusqu'à maintenant, on l'est, voilà. D'accord. Et avant, j'avais des amis, mais C'était plus des connaissances, quoi, et ça n'a pas forcément Voilà, duré. amis et connaissances, voilà, exactement. D'accord, ok. Et en maternelle, je me souviens que ma mère me disait que je demandais toujours des goûters pour mes amis, en fait, pour ceux que j'ai. Du coup, même pas pour toi, mais pour tes copains. Exactement. D'accord. Donc, Mais à du chaque coup, fois que je disais goûter, mais vas-y. d'ailleurs, maintenant que tu nous parles de l'école, enfin, ça se passait comment pour toi? Enfin, t'étais plutôt une bonne élève. Alors Ça là, se pas du passait. tout. Ah ouais? J'étais pas du tout une bonne élève. D'ailleurs, en regardant mes études, on pourrait croire que j'étais une bonne élève, donc non, pas du tout. Enfin, j'étais pas turbulente, je faisais toujours mes devoirs, mais j'étais pas première de la classe. D'accord? J'avais D'accord, ok. pas tout le temps des 18, des 4, une élève moyenne, dans la moyenne. Euh, voilà, j'étais pas une excellente élève, j'étais pas brillante à l'école. Ok. J'aimais beaucoup les maths, je déteste le français.
J'aimais beaucoup lire. Au collège, je lisais, je faisais des concours d'ailleurs. Et c'est à partir du lycée et de l'université que je lisais de moins en moins parce que j'avais beaucoup de lectures en psycho, voilà. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et du coup, ben, finalement, on Bah, en arrive à la fameuse question, mes hein, études, puisque finalement, ouais, enfin, ben, comment du coup tu es arrivé au métier de sexologue? Enfin, quel est ton parcours pour le coup? alors, j'ai eu un bac ES, option mathématiques. D'accord, donc rien à voir du coup. Et ensuite, j'ai fait une licence en mathématiques appliquées des sciences sociales. C'était très stratégique, cette option, puisque je me suis dit, à chaque fois, j'entendais des gens dire, oui, je rate toujours ma première année d'université parce que ça ne me plaît pas. Donc, je me suis basée sur les matières que j'aimais. Donc, j'ai fait une maths appliquées des sciences sociales parce que j'aimais beaucoup les maths et les sciences D'accord. sociales. De Comme au là, contraire, hein. Enfin, les sciences sociales encore, mais les mathématiques, oh là là, la misère. Alors, les mathématiques que je faisais, c'était assez compliqué, mais ce que je détestais dans cette licence, c'était les programmes informatiques. D'accord, ok. Mais j'aimais beaucoup parce que c'était des statistiques et plus encore, mais oui, j'aime beaucoup les maths. D'accord. Donc, à partir de là, donc j'avais tout ce qui est sociologie, psychologie, biologie. C'était très interdisciplinaire, cette licence. D'accord. Et de là, j'ai vu que j'aimais la psycho. Donc, c'était à partir de ma deuxième année. Donc, j'ai fait une première année. J'ai validé des acquis. Donc, j'ai fait une passerelle et je suis allée en psycho. Ok. Donc, j'ai eu ma licence en psycho. À cette époque, j'aimais tout ce qui est psychologie de l'enfance. D'accord. Je voulais d'ailleurs devenir psychologue mère-enfant. Ok. Et ensuite, j'ai fait un master en psychologie de l'apprentissage et du vieillissement parce que j'avais un projet intergénérationnel, c'est-à-dire un projet avec les enfants et les personnes âgées. J'imaginais une structure où il y avait une crèche dans une maison de retraite et qu'il y avait D'accord. des projets. Et ça n'a pas abouti du coup? Ça n'a pas abouti puisque en fait j'ai eu mon master 1, mais en fait en psychologie, pour être accepté en master 2, il y a une sélection. D'accord, ok. Donc je n'ai pas été acceptée en master 2. Et là, c'était la grosse déception. Donc je suis partie en Belgique D'accord. pour continuer dans l'objectif de terminer ce master en psychologie. Mais là, on m'a proposé un master en sciences de la famille et de la sexualité. Ok. Au début, je vais vous avouer que je n'étais pas trop chaude hein, parce que pour moi, c'était psycho. Je vais être psychologue. Et à l'époque, donc, je connaissais déjà mon compagnon, mais on n'était pas encore en couple. On était amis, mais c'était entre C'est un peu ambigu. Et voilà, ça allait vers le couple et donc il me disait oui, je pense que tu devrais faire ce master parce que voilà, si ça peut te donner une ouverture à la psychologie, ça serait bien. Et ma meilleure amie aussi me disait que la sexualité, c'est quelque chose qui en aura toujours besoin et je te vois énormément là-dedans. J'ai oublié de le dire, mais je suis quelqu'un de très ouverte. Donc elle me disait, moi je te vois là-dedans. Donc j'ai dit bon, allez. Avant de choisir, j'ai dit, est-ce que ça va avec mon ancien projet? Donc, je me disais, bon, je veux être psychologue. Avant, je voulais être psychologue mère-enfant, mais maintenant, j'ai l'opportunité d'être sexologue. Comment coordonner ces deux projets? Et de là, je me suis dit, pourquoi je veux être sexologue? Donc, je vais faire peut-être de l'éducation sexuelle. Donc, je suis partie sur éducation sexuelle et aussi tout ce qui est la santé de la femme. Donc, je me voyais être sexologue et me spécialiser dans tout ce qui concerne la santé de la femme. D'accord. Donc, j'ai accepté ce master et heureusement parce que c'était les plus belles années de mes études, de ma vie en termes d'études. Donc, j'ai passé 2 ans en Belgique. Mes cours étaient le jeudi et le vendredi. C'est un master pluridisciplinaire. C'est pas un master en sexologie seulement, comme ça s'appelle, sciences de la famille et de la sexualité, spécialisé en sexologie. Donc, on voyait tout ce qui est la famille, le couple et la sexualité, en fait. Et c'est une formation qui a duré 2 ans? C'est une formation qui a duré 2 ans. D'accord. Qui était très riche aussi j'étais pas qu'avec des étudiants. J'étais aussi avec des professionnels qui reprenaient leurs études, des mères aussi de famille qui continuaient pour évoluer dans leur parcours professionnel. Et c'était très enrichissant pour moi de ne pas être qu'avec des étudiants. J'avais des infirmières, j'avais des sages-femmes et j'avais des gens psychos.
Ah, c'est génial. Oui, c'était super. Et, Donc, et... la Ouais. première, tu allais dire quoi, Non, excuse-moi. non, désolée, je t'ai coupé. Donc, la première année, c'est voilà, donc, première année de master. Deuxième année, il y avait l'Erasmus, donc partir au Québec. Le Québec, D'accord. il faut savoir que le Québec, c'est une ville qui est réputée, qui est la seule ville où on propose tout un parcours universitaire en sexologie, D'accord. de la licence jusqu'au doctorat. Alors, au Québec, on appelle ça baccalauréat, qui est l'équivalence de licence en France, en France. Ok. Puis, on a le master et ensuite, on a, si on veut aller plus loin, le doctorat. D'accord. Alors, j'ai été acceptée en Erasmus. J'avais de très Ouais. bonnes notes. Oui, contrairement à la psycho, j'avais de bonnes notes, mais en sexologie, j'avais encore de plus. Mes notes étaient On peut vraiment dire que tu as un très peu bien. trouvé ta voie finalement, au vu des notes. Je sais pas si c'était peut-être en Belgique et l'enseignement c'est différent de la France. Je D'accord. pense que je suis pas beaucoup j'aime pas le par cœur moi en fait. J'y D'accord. arrive pas. Et là c'était beaucoup d'études de cas, c'était beaucoup de dossiers et donc ça m'a Ok. beaucoup aidé. Ok. Oui, tu étais plus dans la réflexion que dans il faut que j'apprenne quelque chose et que je le Exactement, c'est rabâche. voilà la D'accord. pratique que la théorie. Bien qu'il y en Ok. avait de la théorie, mais voilà. Ensuite je suis partie au Québec. De janvier jusqu'à janvier, mars, avril, mai, je suis revenue début juin Ok. et c'était super. Franchement, le Québec, J'imagine. c'était J'imagine. merveilleux. J'étais en colocation. D'accord. Et ça se passait Euh, comment du coup? C'était des étrangers ou des alors, Canadiens? c'était des Français, j'avais des D'accord. Français, il y avait des Québécois aussi et il y avait une Suisse. D'accord, ok. Du coup, un mélange de culture. Donc, vous parliez quelle langue finalement? Français, On anglais? parlait français. Oui. Des fois, alors, on invitait des amis qui parlent anglais, donc c'est pour ça. Je suis pas très forte en anglais, mais au niveau de l'écoute, l'expression, ouais, ça m'a permis de m'améliorer un petit peu, donc je suis toujours D'accord. aussi nulle, mais bon. Donc ça se passait super bien. J'étais dans une résidence universitaire. L'université était vraiment à quelques mètres, hein. Franchement, le D'accord. soir, je rentrais très tard, je sortais. C'était magnifique, le Québec. Les cours, super. Les gens, ils étaient merveilleux. Mais franchement, mais... Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, tu disais que les cours étaient super. Oui. Alors, donc, j'ai sélectionné mes cours. Donc, en partant du principe que je voulais me spécialiser en santé de la femme, donc j'ai sélectionné mes cours dans cet objectif aussi, donc accompagnement de la santé sexuelle et santé reproductive. J'ai pris des cours en développement sexuel, troubles sexuels, femmes et hommes, voilà, médecine sexuelle aussi. D'accord. Et donc après, je suis retournée, j'ai fait un stage au Luxembourg dans un cabinet gynécologique avec un docteur Ginter. Ok. Et ensuite, j'ai eu mon mémoire, j'ai eu mon année. Mais je n'ai pas eu Génial. mon mémoire qui n'a pas été Ah, validé, donc j'ai dû repasser dernièrement d'ailleurs. d'accord. Mon mémoire portait sur la grossesse chez la femme avec un handicap visuel. D'accord, ok. Et Tu entends quoi donc par voilà, handicap j'ai visuel du coup? validé mon mémoire. C'est des femmes qui étaient malvoyantes ou D'accord. aveugles. D'accord, ok. Intéressant finalement. Et du coup, pourquoi Oui. ce sujet? Pourquoi ce sujet? Tout le monde me pose cette question. Ah bah Eh oui, ben, ça un intrigue. matin, je me suis réveillée en Guadeloupe chez ma marraine Ouais. et l'idée m'est venue et je me suis dit, ah, j'ai fait une petite recherche et j'ai dit, bon, mais c'est ce mémoire que je voulais faire. J'ai vu un article, en fait, qui montrait une jeune femme enceinte qui était aveugle et qui voyait pour la première fois son bébé en 3D. Contrairement à une D'accord. échographie normale, c'était en 3D, donc elle voyait la forme, elle pouvait voir par le toucher son enfant, son futur bébé. Et de là, je me suis demandé, mais comment se passe une grossesse qu'on ne voit pas, on ne voit pas le ventre évoluer? Est-ce que ça a une influence sur l'image de la femme aussi par Mhm. rapport au fait que son corps change, peut-être qu'elle s'accepte mieux? Enfin, je me suis posé plein de Et questions. du coup, Donc, quel bilan en fait tu tires de ce mémoire?
finalement sur la femme, pour une femme, par exemple, malvoyante, quel est le bilan justement de cette étude? Le bilan, c'est que en fait, c'est c'est pas plus différent. Vous savez, déjà en tant que voyante, chaque grossesse est différente. Déjà, pour une femme, sa grossesse, pour son premier enfant, une grossesse, ça sera peut-être pas pareil. Une femme aussi, à l'autre, ça change. Et les malvoyantes aussi, il faut se dire que elles ont besoin de suivi adapté. Et là où il y a la difficulté, c'est dans le monde, dans le handicap aussi, c'est pas toujours adapté, on répond pas toujours aux attentes parce que ça répond pas à la norme et les gens ne portent pas attention, voilà. D'accord. J'étais très contente, ces jeunes femmes, puisqu'elles n'ont pas toujours l'occasion d'être écoutées, que ce soit de leur sexualité, de leur grossesse. D'accord. Mais du coup, justement, donc là, tu as ton diplôme, tu as eu ton mémoire. Donc finalement, en quoi consiste ton métier? Qu'est-ce que la sexologie finalement? Qu'est-ce qu'un sexologue pour le coup? Alors, la sexologie, c'est la science qui utilise la sexualité humaine. Qu'est-ce que la sexualité? C'est ce que je pose tout le temps à mes élèves. Et là, je pense que comme tout le monde... Oui, on pense forcément. Quand je leur dis que je suis sexologue, ils pensent tous à un rapport sexuel. Mais non, mais la sexualité, ce n'est pas que le rapport sexuel, c'est beaucoup plus que ça. Ça passe aussi par le développement sexuel. Vous savez, un enfant, il naît, donc il est soit homme ou femme, et après, il y a l'adolescence, tout ce qui concerne la puberté, le corps, il change. On a les premières fois, les premiers amours, et donc ça englobe tout ça. Donc, tous les développements sexuels, de l'enfance à l'adolescence, du jeune adulte à la personne âgée. D'accord. On voit tout ça en consultation sexologie, mais c'est aussi pour les troubles sexuels de l'homme et troubles sexuels de la femme. L'avantage avec mon diplôme aussi, c'est qu'on peut voir le couple aussi, tout ce qui se passe en couple, tous les problèmes qu'on peut avoir dans le couple, problèmes de communication. D'accord. Au niveau aussi du vêtement traumatisant. C'est tout ce qui est en rapport avec la sexualité et la vie affective, en fait. D'accord. Ok. Et du coup, finalement, si effectivement c'est plus profond que ça touche aussi aux problèmes de communication qu'il peut y avoir dans un couple, tes cours de psychologie te servent finalement au quotidien. Donc c'est pas du temps perdu finalement tes études de psychologie, puis ensuite le fait que tu te sois dirigée vers la sexologie, finalement ça se combine et ça te permet au quotidien de mener tes actions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour être acceptée en sexologie, c'est grâce à mon parcours en psychologie. C'est pas n'importe qui aurait été accepté, en fait. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, en France, c'est que les médecins ou ceux qui sont déjà psychologues qui sont acceptés dans certaines formations en sexologie. D'accord, ok. Et du coup, au début de notre conversation, tu nous disais que tu animais des cours d'éducation sexuelle. Aujourd'hui, quelle est une présentation type justement dans une école ou dans un centre de formation? Oui, de formation, je ne sais pas, puisque j'imagine que tu donnes des cours à des enfants, des adultes. Ça se passe comment finalement? Alors, des interventions, c'est au collège, savoir qu'il y a une loi sur ça. Il y a une loi qui est dans l'éducation... Voilà. L'éducation nationale, en fait, qui m'a mis en place une loi à mesure de 3 séances par an à partir du primaire. D'accord. Ça fait pas un peu jeune? Comment? Ça fait pas un peu jeune, du coup? Ah ben, parce que pour vous pensez, qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple, au primaire? Qu'est-ce qui est important de voir? Je pense que la notion d'intimité, pas l'intimité, l'amour, les rapports, mais le fait que je veux plus que maman, elle rentre dans la salle de bain quand je me douche. D'accord. Ou le consentement aussi, que mon corps, ça m'appartient, que n'importe qui ne peut pas le toucher. Puisqu'il faut qu'on rappelle aussi qu'il y a des viols qui se font depuis tout petit. C'est vrai, c'est vrai. Pour les éduquer, ces petits, à savoir que le corps, c'est ton corps et aussi que tu ne dois pas te balader n'importe comment. Pour te comporter aussi. Il faut vous dire aussi qu'en primaire, des fois, il y a certains qui ont accès à la pornographie, tout ça pour contrôler tout ça. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. Il y a aussi de l'éducation des parents. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais voilà, au primaire, ça sera plus de la prévention et on va pas montrer un préservatif, bien évidemment. Au primaire, ça sera plus avec les jeux, des chansons, sous le corps, la connaissance du corps.
Mais souvent, des fois, des jeunes femmes, elles arrivent en consultation, elles connaissent. C'est quoi le nom de ton sexe, Océane? Comment il s'appelle le sexe d'une femme? Je sais pas, le vagin? Je ne sais pas. Bonne question. Ça s'appelle la vulve. D'accord, ok. Je m'étais jamais posé la question. Ah ben. Donc la vulve. Et pourtant, on sait que tout le sexe d'un homme, c'est un pénis, hein. Et c'est vrai que, à mon avis, peu de personnes savent que ça s'appelle la vulve, finalement. La vulve. Ah ben oui, peu de personnes savent que le sexe de la femme, c'est la vulve. Donc toute la partie extérieure, c'est la vulve. À l'intérieur, c'est le vagin. Après, on a l'utérus et les ovaires. Mais tout ça, faut qu'on connaisse parce que le petit garçon sait qu'il a un petit pénis. Hein. Ben, il le voit. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Donc, il y a ça. Peu de personnes aussi savent que le clitoris, il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi. Mais c'est surtout cette question de le sexe de la femme s'appelle une vulve. Bon, pour le clitoris, je sais que c'est pas juste le petit truc qu'on voit. Voilà. Donc, il y a toute la part. Je sais qu'il est plus grand. Exactement. Au côté des lèvres. Ça, je sais. Et d'ailleurs, je le sais depuis pas très longtemps. Hein, je pense il y a 1 an, hein, parce que effectivement, il y a des groupes sur Instagram, je crois, qui en parlent. Justement, et ouais, qui parle un peu du clitoris et qui expliquait que c'est pas juste un point sur lequel se concentrer. Exactement, voilà. Donc, primaire, ça sera toute la découverte du corps. En fait, on va découvrir son corps parce que des fois, en tant que parent, on peut se sentir à l'aise d'en parler, mais des fois, on peut se sentir à l'aise, mais on n'y pense pas toujours et que on est gêné, on peut être gêné, c'est totalement correct. Donc, on va tout ça, la découverte du corps, et le consentement, quelque chose qui est très important, c'est le consentement. De dire que ça, c'est ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. On n'a pas le droit de toucher à cet endroit. Cette histoire de respect aussi. Okay. Donc, c'est tout ça. D'accord. Au primaire. Et ensuite, au collège, on va rentrer, donc on va voir tout ça encore. Toujours la découverte du corps, c'est quoi les différentes parties des parties génitales, le consentement. On va voir aussi la pornographie parce que dernièrement, j'ai animé une classe de 6e, ils ont déjà accès à la pornographie. D'accord. Comment ça se fait? Tu penses que c'est le fait que maintenant ils aient accès au téléphone portable, à l'Internet ou les amis? Ils ont accès, voilà. Vous savez, des fois, on va sur des sites et il y a les pubs, il y a les spams, il y a des fois, c'est pas bloqué. Franchement, on peut accès Internet. Des fois, ils tombent là-dessus et voilà. Et du coup, ils regardent. Il y a les chaînes aussi qui sont pas bloquées. D'accord. Ok. C'est vrai qu'on. Donc, on parle de tout ça. On parle aussi des premiers amours. Donc, la 6e, c'est là où ça a commencé aussi la puberté. Donc, on leur explique qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les règles? Les règles, c'est pas le sang qui coule dans le corps, mais c'est le sang qui vient de l'endomètre. Et aussi, qu'est-ce qui se passe, par exemple, les érections du matin, les premières éjaculations. Des fois, ils se posent des questions, mais pourquoi est-ce que je suis normale? Pourquoi c'est comme ça? Et la notion d'intimité, parce que je grandis et j'aimerais avoir plus d'intimité. Donc, on voit tout ça. D'accord. Donc, on pose et aussi la relation entre filles et garçons aussi, vous savez. Et après, pour les plus grands lycées, c'est là on va rentrer avec les préservatifs, les moyens de contraception. D'accord. La loi, que dit la loi entre rapport majeur? Ok. La différence entre agression et viol. C'est quoi une agression? L'agression, c'est pas que par le toucher, c'est le visuel aussi des fois. D'accord, ok. On va aussi voir les préjugés, le sexisme. Ok. Et du coup, durant ces cours, vous abordez, du coup, finalement, si vous parlez comment on appelle ça, de contraception, de préservatif, etc. C'est l'occasion aussi de parler de planning familial, par exemple, parce que finalement, il y a plein de jeunes qui ne savent pas forcément que le planning familial existe et qu'ils n'ont pas forcément besoin de passer. Excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, désolée, je disais, c'est l'occasion justement pendant ces cours d'éducation sexuelle de présenter le planning familial, parce que finalement quand on est jeune, moi je prends mon exemple, j'ai eu 15 ans aussi et c'est pas forcément des discussions que tu as envie d'avoir avec tes parents. Donc justement, de présenter le planning familial, c'est quelque chose que tu fais? Ah oui, de toute façon, je travaille au centre de planification, donc oui, je présente, je leur demande d'ailleurs. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là ce matin? Donc, en général, ils te disent non, mais ils le savent, ils se regardent dans le cerveau. Ça fait oui, vous allez me parler de sexe.
En général, c'est ce qu'ils répondent. Et donc là, je présente le site, là où je travaille, Centre d'information et de consultation sur la sexualité. Je leur présente c'est quoi, je leur dis que c'est gratuit, je leur dis que c'est confidentiel, qu'ils n'ont pas besoin de l'autorisation de leurs parents pour y venir. Et je mets un cadre aussi parce que parler de sexualité, d'intimité, déjà pour nous les adultes, c'est assez malaisant, mais pour les jeunes, ils ont besoin d'être rassurés, de se dire que voilà, je vais parler ici et ça sera confidentiel et tout ce qui va se dire dans cette salle va rester ici. D'accord, oui, c'est vrai parce que en tant que parent, moi j'ai du coup une petite fille, donc oui, j'imagine le sentiment qu'on peut avoir en tant que parent. On se dit bon, on va éviter de prendre ce type de conversation, ou même des fois on se met des œillères finalement et on se dit non, mais notre enfant, pour le moment, il n'y pense pas, alors que finalement, à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Donc du coup, oui, de pouvoir en fait avoir un moyen de repli justement pour ces jeunes, ça peut être intéressant. Oui. Et du coup, justement, ouais, pardon. Désolée, qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, en fait, mais il y a des fois, ils en parlent avec leurs parents. Hein. Je leur demande d'ailleurs, est-ce qu'ils en parlent entre eux? Ils te disent oui. Ils arrivent à être francs. Et quand ils parlent avec leurs parents, ça me dit oui, j'en parle avec mes parents. Mais après, on n'est pas obligé de parler. Par exemple, prenons les jeunes du collège, lycée, on est obligé d'en sexualité, comme on disait un gynécologue, les parents n'aimeraient pas parler de leur sexualité à leur enfant, donc c'est totalement correct si les enfants n'aimeraient pas parler de leur sexualité avec leurs parents, mais peut-être parler aussi de la puberté. Vous savez, le changement du corps, ça veut dire que ça agit sur la manière dont on se perçoit, l'image du corps, je me sens bien dans mon corps, je me sens trop mince, trop grosse aussi, donc ça passe aussi par ça, la sexualité. Mais c'est vrai que cet endroit, le fait qu'ils me connaissent pas, je viens pendant 2 heures et après ils me voient plus leur sang. Donc ils peuvent se libérer et et qu'ils savent aussi qu'il y a qu'ils peuvent appeler question. Il y a une conseillère conjugale et familiale aussi qui est au centre de planification. Il y a une psychologue et il y a un gynécologue. Par exemple, pour une contraction, je me souviens aller voir mon médecin traitant, le médecin de famille qui suit tes parents, je me voyais mal lui demander une contraception. Parce que je savais que le moyen de contraception, je pouvais l'avoir au centre de planification, ça serait totalement différent aussi. Donc, on leur dit ça aussi que si veulent en parler tout de suite ou aller avec leurs parents, ils peuvent venir au centre de planification. D'accord. Et est-ce que tu aurais une anecdote ou une histoire à nous raconter en lien avec ton travail, tu sais, quelque chose de marrant ou je sais pas, des questions qu'on ait pu te poser? Sur le moment, en général, j'en ai plein, mais sur le moment, j'en trouve pas. Mais sur les questions que posent souvent les élèves, c'est surtout est-ce que la première fois, ça fait mal? Est-ce qu'on saigne? La taille du sexe? Ils posent beaucoup de questions par rapport à la pornographie. Comme quoi, par exemple? Il y en a beaucoup. Mais en fait, je fais des sortes de jeux d'affirmation. Par exemple, je dis, est-ce que la pornographie, ça aide à connaître le plaisir? Et bien souvent, c'est oui. Ils sont persuadés. Ils ne voient pas les effets négatifs de la pornographie, en fait, sur le comportement sexuel, surtout quand ils n'ont pas encore eu leur première fois. D'accord. Un jour, en intervention en 6e, j'étais très surprise. C'est pas que du positif. Hein. Mon élève m'avait dit, mais madame, quand une fille dit oui au début, ben c'est oui pour tout. Hein. Non, mais madame, non, c'est pas sérieux si elle dit non après. Non, mais c'est oui pour tout. Elle n'est pas sérieuse. Donc, des fois, tu as souvent, par rapport au consentement, le fait de savoir que c'est pas oui pour tout, que la fellation n'est pas obligatoire. D'accord. Un jour, j'ai eu le 69, c'est quoi? Mais en fait, ils n'avaient pas dit 69, ils avaient dit... qu'est-ce qu'ils m'avaient dit? Ils m'avaient dit 68. D'accord, ok. Bah ouais, effectivement, c'est un peu ça, oui, parce que oui, si une femme ou enfin une fille accepte effectivement d'avoir des relations sexuelles, ça veut pas dire forcément qu'elle veut absolument effectivement effectuer une fellation, une sodomie ou autre. Donc c'est super important.
ouais. Donc, Il c'est y a vrai la question de la jalousie aussi qui retourne du couple, de la jalousie. C'est quoi? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'être jaloux? D'accord. Donc, oui, il y a beaucoup de... Comme dit une youtubeuse, elle disait souvent que on, on grandit, mais on ne change pas de cours de récréation. C'est-à-dire qu'on a tout le temps les mêmes questions, en fait, qu'on soit adulte ou enfant, mais ça évolue, c'est dit d'une autre manière. Et donc, par rapport à mon métier de sexologue, même un jour au collège, là où je suis assistante d'éducation, un jour, un élève a appris que j'étais sexologue et on m'a directement sorti. C'est quand tu nous apprends c'est quand tu nous apprends le sexe. Je dis non, je vais pas t'apprendre je vais pas t'apprendre à faire avoir un rapport sexuel, mais on va parler, discuter de différents thèmes. Donc, c'est souvent ça. On pense que quand je suis sexologue, on parle souvent de rapport sexuel, de comment avoir un bon rapport, alors que c'est bien plus vaste que ça. En fait, ça concerne les troubles, ça concerne aussi la santé. Souvent, durant mes études, en médecine sexuelle, d'ailleurs, on voit les différentes spécialités en médecine par rapport à la sexualité, cancérologie et sexualité. On voit aussi par rapport à la dermato, les maladies infectieuses, l'alcool, le tabac. On voit plein de choses, toutes les spécialités de la médecine et on voit l'effet que ça a sur la sexualité. D'accord, ok. Mais d'ailleurs, justement, tu relèves quelque chose, enfin, tu relèves un point, c'est effectivement quand on entend sexologue, sexologie, on pense directement au sexe, alors qu'effectivement, c'est beaucoup plus profond que ça. Et je discutais justement avec quelqu'un récemment en lui expliquant que tu avais accepté mon invitation et que le sujet serait porté sur ton métier en tant que sexologue et la sexologie aussi. Et sa réaction, elle a été immédiate, quoi. C'était sexologue, il faut être passionné du sexe pour faire ça, ou encore, c'est quoi un sexologue? Et bref, finalement, je pense que c'est pas mal d'interrogations que pas mal de personnes se posent. À mon avis, il y a aussi des personnes qui ne savent même pas que ça existe du coup, et qui aussi ont une mauvaise définition de ton métier. Et donc, justement, moi, j'avais une question plutôt personnelle par rapport à ça, c'est que finalement, effectivement, vu qu'on a cette impression que que ton métier au quotidien, c'est effectivement, il y a un peu de psychologie, il y a aussi un peu de la relation avec les autres, etc. Enfin, tu connais, entre guillemets, le corps humain ou, je sais pas, l'organe sexuel de manière générale. Donc, toi, est-ce que personnellement, on va dire que tu connais un peu mieux tes besoins et ce qui te plaît, du coup, ou pas, ou ça veut rien dire? Je pense que c'est dans tout métier où on est dans la relation humaine, il y a un travail personnel à faire sur soi. Et même si j'ai terminé mes études, et même si à l'heure d'aujourd'hui, je suis sexologue, j'ai encore un travail personnel. La manière dont j'agis ou je donne des conseils à mes patients, bien souvent, c'est bien difficile à l'appliquer à soi-même, même s'il le faut, hein, bien sûr. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Est-ce que je connais mes besoins? Mais je fais plus attention par contre. C'est tout un parcours durant ma formation où on faisait le lien, même des fois, on faisait des exercices de pleine conscience et tout. Donc oui, je fais plus attention à mes besoins et voilà, je suis plus attentive. Alors, de là, des fois, il y a des loupés, hein, mais dans tout, parce que certes, je suis sexologue, mais je ne suis pas que sexologue. Je suis Ivana, je suis une femme et j'ai un vécu aussi, donc il y a tout ça à prendre en compte. Hein. Ouais. Et tu disais que vous faisiez des exercices, enfin, c'était quel type d'exercice du coup? C'était dans le diagnostic, les thérapies de couple, faisait tout ce qui est pleine conscience. La pleine conscience, c'est on va pas dire que c'est de la méditation, c'est pas de l'hypnose, c'est plus léger que l'hypnose. C'est prendre conscience de son corps ici et maintenant, en fait. Prendre conscience de ce qui se passe dans son corps, se reconnecter avec soi-même. D'accord, ok. Donc, on fait ça aussi avec le couple parce que on pense sexualité, on pense tout ce qui est bon, hein, surtout dans ce métier, mais il y a aussi se dire qu'il y a le quotidien
on passe par différentes étapes dans la vie. Donc, après la puberté, on est dans la phase, devient adulte. Après, si on le veut, on construit une famille, on a un enfant. Et après, il y a le vieillissement et tout ça, le travail, le quotidien, des fois, nous rattrape et on délaisse certaines sphères de notre vie. D'accord, ok. Et justement, quand tu parles, tu parles de ta vie. J'imagine qu'avec le travail, tu te déplaces énormément. Tu dois avoir aussi plusieurs formations. J'imagine qu'il faut se remettre à niveau assez souvent. Donc, du coup, comment tu gères ça, ta vie professionnelle, ta vie de femme, enfin, oui, ta vie avec ton copain, le travail. Comment tu arrives à gérer tout ça, du coup, en même temps? Il faut vous dire que là, j'ai terminé, c'est récent, hein, les études. Dernièrement, je disais à une collègue, c'est pas facile de rentrer dans la vie active. Tant que tu n'y es pas, tu peux pas prendre conscience. Vous savez, quand tu sors du boulot, quand tu rentres, il faut faire à manger, il faut te préoccuper parce que aussi, on parle souvent les enfants, mais déjà quand tu rentres en couple, tu te mets en couple et que tu te mets à vivre avec ton copain, là encore, il y a des responsabilités que tu commences à avoir. Il faut voir qu'est-ce qu'on mange, il y a le ménage et tout ça, il faut l'associer au travail. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Les débuts ne sont pas faciles et je pense que tout le monde est passé par là. Ok. Donc, je m'en sors pas mal. Ok, bon, c'est top du coup. Et là, est-ce que pour la suite, tu as des projets, puisqu'effectivement, tu nous disais que tu étais éducatrice spécialisée, enfin, sexologue également. Donc, en gros, est-ce que par la suite, tu aimerais ouvrir peut-être ton cabinet? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, dernièrement, en janvier-février, j'étais en formation sur le handicap et sexualité à Annecy. Donc, j'ai commencé mes premières interventions en IME et en CLEX. La CLEX, c'est des enfants qui sont en milieu ordinaire, mais qui font partie aussi des IME, c'est des enfants qui sont handicapés. D'accord. Donc, je fais des interventions avec eux depuis peu, en fait. Et donc, libéral, ça me disait pas trop, puisque depuis que j'ai commencé des études de psychologie, je me voyais toujours dans un milieu pluridisciplinaire avec différents professionnels. Mais là, plus je fais des interventions, plus je ressens ce besoin de me mettre en libéral par rapport aux questions, par rapport aux liens que j'ai avec ces jeunes aussi. Savoir qu'à la fin des interventions, je leur réserve toujours un temps individuel. S'ils ont des questions plus personnelles et qui désirent en parler, c'est là aussi qu'on a les révélations de je me suis fait violer, j'ai été agressée ou je suis homosexuelle et que mes parents ne l'acceptent pas, je ne sais pas comment leur dire ou voilà. D'accord. Donc, et du coup, quel conseil à ce moment-là, est-ce que tu les rediriges peut-être vers je sais pas, un psychologue ou est-ce que ton travail continue ensuite? Enfin, ça se passe comment? Il continue, oui et non, puisque c'est tout un suivi individuel, c'est tout un parcours. Un problème ne peut pas se résoudre qu'en une séance et encore moins qu'en quelques minutes. J'ai quelques minutes, je peux pas consacrer 1 heure, surtout quand il y a 3 autres élèves qui attendent dehors pour qui. Donc, c'est une introduction où on parle, on dit quelles sont les solutions immédiates qu'on peut trouver et aussi dire d'appeler, par exemple, le SIX et de prendre une consultation avec la psychologue ou la conseillère conjugale et aussi de voir avec l'infirmière. Par contre, quand c'est des révélations, oui, là, c'est immédiat. Là, je dois voir l'infirmière. Il y a toute une procédure à faire, en fait. D'accord. Ok. Et du coup, tu disais que tu te formais à la sexualité autour du handicap. Enfin, ça consiste en quoi exactement? Enfin, j'imagine effectivement que oui, la sexualité est différente en fonction de ton handicap, mais enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors là, les IME en général, c'est des handicaps, c'est peut-être des autismes. En ce moment, j'ai des déficiences intellectuelles légères, donc c'est pas le même niveau de compréhension. Un enfant de 15 ans peut avoir un niveau intellectuel plus jeune de niveau primaire, des fois, selon le niveau. Et donc là, c'est réadapté. Donc, durant la formation, j'ai appris à utiliser d'autres outils. Et aussi, après, il y a les handicaps plus sévères où on parle de la motricité,
Là aussi, il faut chercher, par exemple, le fait qu'à 18 ans, mais c'est toujours maman qui me lave. Donc, certes, ils ont une déficience motrice, mais c'est malaisant. Vous savez, à 18 ans, j'ai conscience que je suis toujours dépendante de ma mère et que, vous savez, donc c'est tout ça, c'est tous ces points qu'on voit avec eux en disant que certes, vous n'êtes pas dans le milieu ordinaire, vous ne faites pas tout ce que les autres jeunes, tout ce que les jeunes de votre âge font, mais on vous donne accès à ces programmes aussi, que vous avez droit à une éducation sexuelle, vous avez le droit de savoir vos droits. On voit le même programme en fait avec eux. On parle de couple, on parle de contraception, on parle de pornographie parce que des fois ils regardent parce qu'ils sont handicapés, qu'ils sont qu'ils n'ont pas accès à tout ça. D'accord. On parle aussi des petits traquins, hein, donc c'est tout ça. C'est pas forcément le handicap ne va pas avoir forcément un impact physique sur leur sexualité, mais il peut avoir un impact sur leur développement intellectuel. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Et en termes de spécialisation, comme je disais au début de cette interview, moi, me spécialiser aussi dans la santé de la femme. C'est ce qui m'a aussi motivée dans tout mon parcours dans ce master. C'est qu'à la fin, voilà, j'aimerais me spécialiser à apprendre tout ce qui est ménopause, tout ce qui est sexualité et grossesse, tout ce qui est sexualité cancer. D'accord. Intéressant. Voilà, donc voilà, oui. Ouais, intéressant. Okay. La gynécologie aussi, donc c'est pour ça que j'ai fait un stage avec un gynécologue où on voit beaucoup de femmes qui sont de femmes célibataires et qui arrivent à un âge où elles se demandent, voilà, j'ai ce désir d'enfant, mais je trouve pas la personne ou je ne suis pas dans une relation stable. Donc là, on parle de PMA et j'étais impressionnée par le nombre de femmes célibataires de 30 ans, 35 ans qui ont recours à la PMA. Ah ouais. Oui, c'est impressionnant et c'est fou, on n'y pense pas en PMA, on associe toujours PMA avec, pour moi, personnellement, j'associais toujours PMA avec couple. Ben je pense. Et en fait, vas-y, pardon. Non, vas-y. Mais en fait, effectivement, je pense qu'il y a encore quelques années, et c'était vrai, c'était plutôt au sein du couple, et surtout qu'en France, je crois qu'il faut être en couple, marié depuis un certain temps, et avoir suivi un parcours gynécologique. Enfin, je crois que ça passe en commission, etc., pour y avoir droit. Alors qu'à l'étranger, en fait, en Espagne, par exemple, qui est très connu pour ça, notamment Barcelone, pour de nombreuses femmes justement qui y vont pour poursuivre ce parcours-là. Et en fait, je pense qu'on est en fait dans une ère où les femmes deviennent beaucoup plus indépendantes et elles comptent moins sur eux. Je pense qu'on est plus dans une démarche où on se dit, alors effectivement, on peut réussir professionnellement, on peut accomplir pas mal de choses, donc on n'a pas forcément besoin d'attendre un homme pour être maman, en fait. Tu vois, alors que c'est un peu plus compliqué. Quand on est un homme, vu qu'on peut pas porter une grossesse, c'est plus compliqué quand on arrive à un certain âge de se dire, bon, je veux un enfant, je fais comment? Parce qu'au final, quand bien même une femme sera enceinte, finalement, c'est elle qui décide si elle le garde ou pas, hein, puisque la nature est faite comme ça. Mais je pense que c'est une réflexion aujourd'hui que les femmes ont de plus en plus, c'est que finalement, elles arrivent à être beaucoup plus indépendantes dans leur vie et qu'elles peuvent assumer seules une maternité, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Mais en fait, déjà, c'est de se dire que donc il y a l'aspect professionnel, donc avec les études, l'évolution professionnelle. On voit souvent que tu atteins ton sommet dans ta vie professionnelle vers la trentaine. Donc, si par exemple tu veux d'atteindre ce niveau pour avoir un enfant, donc c'est là que ça devient problématique. Mais il y a aussi cette horloge biologique en se disant, mais oui, je veux cet enfant. Et là, je dois y renoncer parce que je n'ai pas encore trouvé l'homme avec qui le faire. Et donc, je pense que c'est ces femmes qui se franchissent le pas en se disant, bon, mais là, j'ai pas trouvé, mais là, je le veux. Et donc, mais c'est vrai aussi qu'en France, on peut pas, je me repose la question dernièrement parce que au Luxembourg, c'est possible. En Espagne aussi, d'ailleurs, ils sont en collaboration, là où je faisais mon stage. D'accord. Et ils venaient exclusivement pour faire des entretiens en PMA avec des femmes qui étaient des femmes célibataires pour la plupart. D'accord.
Donc oui, c'est cette question d'indépendance, c'est se dire que oui, voilà, j'ai pas besoin. Aujourd'hui, il est possible, et dans certains pays, d'avoir un enfant D'accord. sans avoir un homme. Après, cette question de famille, je pense que tôt ou tard, ça viendra ça aura un impact dans le développement de l'enfant, en se disant que je connais pas mon père, et ça fait une séparation entre la mère et l'enfant aussi, cette rôle du père aussi. D'accord. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que Mais je pense que c'est correct aussi si une femme veut faire un enfant toute seule et se dit que voilà, mais c'est fort quand même que tu dois renoncer à ce désir de maternité parce que tu n'as pas eu la chance de rencontrer l'homme idéal, et que te dire que mais à 40 ans, mais ma grossesse sera rendue grossesse à risque parce que donc oui, c'est assez compliqué. Je trouve ça désolant qu'on peut. Mais c'est ça, mais du coup, quel conseil tu donnerais justement à une femme qui approche la quarantaine, par exemple, qui est du coup célibataire, mais qui a ce désir d'enfant? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces femmes? Moi, je dis que c'est possible, peut-être que c'est pas possible en France, mais si c'est possible au Luxembourg. D'accord. Et de le faire si elle se sent bien avec cette idée, mais de sauter le pas, quoi. Moi, faut savoir, en sexologie, quand on fait ce métier, il faut être ouverte à tout. C'est pas une question d'aimer que la sexualité, parce qu'on a chacun son avis. Moi, j'ai une opinion personnelle, mais il faut savoir être ouverte à tout pour pouvoir accueillir les vécus, les opinions de chacun. C'est correct si je veux avoir un enfant toute seule. C'est correct si je suis homosexuelle, si je suis une femme qui ne veut pas de relation stable tout de suite. Tout est correct depuis que vous êtes bien dans votre corps, depuis que vous êtes bien dans votre tête, vous êtes heureuse et tout, heureuse. Donc, moi, je dis à ces femmes d'entamer une démarche, d'aller voir un gynécologue et de voir qu'est-ce qui est possible. D'accord. Mais tu vois, moi, par exemple, même si je suis très ouverte d'esprit, hein, donc moi, je n'ai rien contre les personnes qui veulent avoir des enfants seuls, ni contre les personnes qui préfèrent être à deux pour en avoir un, mais je suis contre le fait du sacrifice, en fait. Et pour moi, les personnes, justement, qui se disent, ben écoute, vu que j'ai pas telle personne ou que je suis pas... Enfin, ouais, voilà, les personnes qui s'obligent, en fait, à ne pas vivre leur rêve parce que, justement, ils n'ont pas une personne pour les accompagner là-dedans. Je trouve ça triste en fait, parce qu'au final, tu passes peut-être à côté d'un bonheur simplement parce que tu as personne pour le partager. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu... Alors, j'ai pas compris. Alors, les personnes qui renoncent à ce désir de maternité parce qu'ils ne trouvent pas la bonne personne, c'est Voilà, ça? c'est ça. Non. Alors qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, on a des moyens justement pour ça. Après, je me dis oui, est-ce que peut-être le but ultime finalement, peut-être qu'ils ont un but différent, parce que des fois, effectivement, le but pour toi, c'est être maman. D'autres personnes, le but, c'est d'être parents ensemble, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense aussi que c'est un manque d'information. Parce que si en France, c'est pas permis, on se dit jamais, ah, mais au Luxembourg, qui est à quelques, bon, c'est pas 1 heure, mais c'est tout près, quoi. C'est pas jusqu'en Espagne, on voit bien aussi en Espagne, c'est possible. Donc, je pense qu'il y a un manque d'information de se dire, mais au Luxembourg, c'est possible, et en Espagne aussi, c'est possible. Après, il y a le coût financier aussi. D'accord. Vas-y. Et pour les personnes pour le coût financier, oui, pour le coût financier ou psychologique aussi, hein, parce que être maman, c'est beaucoup d'investissement, ça travaille vraiment sur le cerveau aussi, parce que être déjà parents ensemble à deux, s'occuper d'un enfant, c'est pas forcément facile, donc seul, ça l'est encore plus, mais bien que pas impossible. Donc justement, quel conseil justement tu pourrais donner à ces personnes qui hésitent ou qui ont décidé justement d'être maman célibataire? Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre comme message justement par rapport à ce que tu peux savoir au niveau de la loi ou de tes études ou de ton travail, hein? Alors, comme on est bien d'accord que dans toute décision, il y a un cheminement. On ne peut pas se dire aujourd'hui, bon, ben,
allez hop, j'ai entendu cette émission, je vais faire une PMA tout de suite. Ça va pas se faire dans l'immédiat, même si déjà c'est bien d'introduire cette démarche, mais ça sera tout un cheminement. On va voir un gynécologue, on va voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. On devra renoncer à certains trucs, donc faire un deuil. Et aussi, il y a un suivi psychologique, même une PMA, même en couple ou non, il y a un suivi psychologique et c'est important. Et aussi, il faut se dire, mais même dans une grossesse, entre guillemets, ordinaire, où il y a un couple qui désire un enfant, il y a tout un cheminement. Certes, il n'y aura pas un cheminement officiel avec un psychologue et tout, mais il y aura un cheminement où on va se parler, on va parler de nos désirs, ce qu'on aimerait pour l'éducation, ce qu'on aimerait, ce projet de naissance, qui est souvent banalisé, mais bon, c'est pas grave. Enfin, oui, c'est quand même grave, mais bon. On a du chemin encore à faire. Donc, il y aura tout un cheminement au niveau psychologique, au niveau médical et avec soi-même, dire, voilà, je veux faire un enfant, toute seule, qui sera là pour m'aider? Est-ce que je suis prête à renoncer à certaines choses? Voilà, se remettre en question, voir la chose de manière plus large, tout ce qui aura en jeu. D'accord, oui, les impacts positifs, négatifs, exactement, de manière générale, parce qu'effectivement, être maman célibataire, ce sera aussi des questions plus tard. Pourquoi j'ai pas de papa? Donc, est-ce qu'on est prêt à exactement en fait cette situation? Est-ce qu'on pourra répondre? Voilà, et savoir qu'il y a des enfants qui vont le vivre très bien, comme il y en a d'autres qui le vivront moins bien, et comment on va les accompagner à ce moment-là. Donc voilà, après ça doit pas non plus. Il faut être bien avec ça en fait. Pour que l'enfant le vive bien, il faut être bien aussi. Vous savez, les enfants, c'est des vraies éponges. Faut qu'ils voient que je suis bien, ma maman, elle est bien, même si j'ai pas de papa, mais elle me l'a bien expliqué. Voilà. Il y a tout ça encore. Faut vraiment être bien avec l'idée. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on aimerait tous avoir une famille, rencontrer l'homme avec qui faire un enfant. Mais des fois, c'est pas possible. On arrive franchement, personnellement, tant que je n'avais pas fait ce stage, j'avais pas vu comment ces femmes sont en souffrance. Il y en a une je me souviens pour le stage, je me disais, ben voilà, j'ai 38 ans et mon compagnon vient de me quitter, alors qu'on on avait ce projet d'avoir un enfant et voilà. Vous imaginez 38 ans, 40 ans, c'est possible des fois à 40 ans, mais ça devient risqué. Ouais. Et justement, l'inverse, est-ce que tu l'as eu lors de tes stages, un homme qui justement avait ce désir d'enfant et qui n'avait pas cette possibilité? Ah non. Non. D'ailleurs, en stage, les hommes refusaient de me parler. D'accord, ok. Les hommes refusaient de me parler. Soit ils étaient, sauf un qui était en couple et sa femme était venue pour un monitoring avec la sage-femme. D'accord. Ils commençaient à parler de ce manque de désir qui était dans le couple. Et on se disait qu'on allait, bon, c'était un stage, mais il désirait avoir un suivi après la grossesse. D'accord. Mais un homme tout seul venant voir un... Ouais, c'est vrai que du coup, les hommes sont un peu fermés là-dessus, alors qu'ils ont autant de souffrances que les femmes, hein, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus fermés sur le sujet. Mais ça me fait penser à un couple homosexuel assez connu, dont il y a un animateur sur TF1, du coup, qui justement a fait appel à une mère porteuse, justement à l'étranger, hein, aux États-Unis précisément, pour porter son fils. Donc oui, après eux aussi, ils ont des possibilités un peu plus coûteuses et différentes finalement. Voilà. Donc, voilà, il y a des possibilités aussi pour les hommes à prendre en compte, mais pareil, à l'étranger, il y a une mère porteuse pour le coup. Après, les hommes, il y a aussi la différence qu'ils peuvent faire des enfants, ils n'ont pas cette horloge biologique. C'est vrai, effectivement. Un homme peut faire un enfant jusqu'à ce qu'ils peuvent. Hein. Même s'il ne peut plus avoir une érection, on va prélever le sperme et on va prendre les spermatozoïdes. Et depuis qu'il est en bonne santé, c'est possible, alors que la femme, on est avec un certain nombre d'ovaires et ça diminue au fil des années. Ouais,
ouais, effectivement. Et de manière générale, si tu avais peut-être un petit conseil, message à faire passer à nos, à ceux qui nous écoutent, quel serait-il? Que serait-il? Non, ça peut être plusieurs, hein, pour le coup. Hein. Euh, je trouve qu'on a trop de pression au niveau du boulot. Et s'il faut encore se remettre une pression dans sa vie sexuelle et sa vie intime, voilà. Faut arrêter, se mettre dans des cases, se dire est-ce que c'est normal, est-ce que c'est correct. D'accord. Mais si tu es bien, si tu jouis de tout ça, pourquoi tu te demandes, tu te soucies de ce que monsieur ou madame t'a dit? Non? Je sais pas. Il y a toujours est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'une femme doit ou est-ce qu'un homme doit? Mm. Mm. Donc, vivre sa sexualité. Alors, je dis sexualité, mais c'est vivre aussi sa relation de couple, ne pas avoir peur de ce que les autres disent. Mais c'est vrai que c'est dur, tout ça aussi, les on m'a dit ou les m'as-tu dit. Donc, voilà. Ok. Et du coup, j'imagine que après, beaucoup de personnes seraient peut-être intéressées ou auraient besoin de précision. Est-ce que tu serais ouverte justement à des consultations avec des personnes par Internet, à distance par exemple? Est-ce que tu serais ouverte justement à pouvoir réaliser des consultations ou pas? Parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que des personnes seraient intéressées pour entamer un parcours avec toi. J'y ai pas pensé. J'avais pas, j'avais pas pensé à cette question. Bon, mais écoute, au pire, si des personnes sont Mais je reste ouverte. Franchement, j'aime énormément mon boulot. Je suis très à l'écoute des autres. Tu me connais, je reste toujours ouverte et de toute façon, oui. Ben oui. S'il y a quelqu'un qui veut un conseil, ou même si je me sens pas apte à répondre à la demande, de toute façon, je vais rediriger. D'accord. Ok. D'accord? Bon, Donc, voilà. C'est génial. Et du coup, mais pour finir, on va faire un petit jeu. Un jeu, là. Et oui, le fameux jeu. Du coup, si je te laisse, je sais pas, 15 secondes pour nous donner 3 mots commençant par exemple, E, autour de ton métier. Oh là là. Oui. C'est ça? Oui. 15, 14. Ah, ok, c'est érection. 11. Oh là là. 9. 8. 7. Éjaculation. 5. Franchement. 4. Allez, un dernier. 3. 2. 1. Allez, je te laisse 5 secondes supplémentaires. Érection, éjaculation. Excision. Ok, ça fait 3. Je trouve même pas, mais franchement, Ah, c'est sûr que le jeu n'est pas simple. Hein. Mais bon, en tout cas, ça y est, t'as réussi quand même, donc c'est cool. En tout cas, en plus. T'as dit quoi? J'ai trouvé que des trucs en rapport avec l'homme. Franchement, je suis déçue. Hein. Mais non, l'important, c'est que tu aies réussi, peu importe tes réponses. Non, mais c'est cool. En tout cas, je suis vraiment contente pour ton témoignage, que tu aies accepté du coup l'invitation. Franchement, je pense que c'est J'espère qu'ils ne seront pas déçus et que ça vous a plu. Soyez pas trop dur. J'ai trouvé ça super intéressant. Même moi, j'en ai appris. Tu m'as même retourné une question sur quel était le nom du sexe de la femme. Non, mais ça, c'est la question. Mais d'ailleurs, je dis toujours aux jeunes, ce soir, vous allez rentrer et vous allez vous sentir tellement intelligent, vous allez demander à vos parents, votre mère. Mais je fais la même chose avec ma mère. Tu sais, maman, comment s'appelle le sexe? Franchement, là, vous allez marquer des points. Non, mais c'est sûr, j'ai fait la même chose avec ma mère. Elle m'a répondu le vagin. Ouais. Mais c'est toujours ça, on apprend le vagin. Ouais. L'utérus. C'est maintenant, tout le monde connaît le clitoris, par contre.
C'est ça, Mais ce n'est pas une coupe magique, hein. exactement, C'est pas un bouton exactement. Mais magique. ouais. C'est important à savoir. C'est ça, effectivement. Bon, ben, écoute, en tout cas, ben, Ivana, je te remercie. C'était vraiment super. En plus, c'est le premier épisode de ce podcast. Donc, franchement, je suis super Ouais. contente et je trouve qu'on s'en est. Donc, en tout cas, merci. Ok. De rien, prenez soin de Bon, vous. merci toi aussi. Bye bye. C'était Ivana Totni dans Caribbean Podcast. J'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous retrouve très vite dans un prochain podcast.